Bonjour tout le monde, merci d'être là ce matin et bienvenue dans cette conférence pour une écologie antiraciste. Je suis Claire Lejeune, donc je suis co-responsable du département planification écologique à l'Institut de la Boétie et je suis également depuis quelques semaines députée de la France Insoumise. Merci. J'ai l'honneur de vous présenter cette conférence avec à mes côtés Fatima Wassak, qui est politologue, militante écologiste, antiraciste et féministe, autrice notamment de La puissance des mers, qui est moi le bouquin par lequel je t'ai connue et avec lequel j'ai découvert ton travail, et puis aussi plus récemment pour une écologie pirate, que je vous recommande également fortement. Et j'ai aussi avec moi Malcolm Ferdinand, qui est ingénieur en environnement, docteur en sciences politiques à l'Université Paris Diderot et chercheur au CNRS. Tu étudies beaucoup les interactions entre l'histoire coloniale et les problématiques environnementales. Et tu es notamment l'auteur de Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aux amphis cette année. Donc, pour introduire un petit peu le sujet qui nous rassemble ce matin, on peut tous s'accorder sur le fait qu'on entre dans le dur de la crise écologique et climatique. On le voit, on en perçoit les conséquences concrètes, matérielles, physiques, et ça se mesure notamment au-delà de nos frontières. On a eu récemment la plus grave sécheresse dans l'Afrique australe, notamment des endroits comme le Zimbabwe, la Zambie ou le sud du Malawi, qui traversent la pire période de sécheresse depuis plusieurs décennies. Ça se mesure aussi avec des pics de chaleur qui aujourd'hui font des morts. Le ministère de la Santé du Mexique dénombre 151 morts de la plus récente canicule. Donc on entre vraiment dans cette phase où la crise climatique n'est plus un horizon lointain qui concernerait les générations futures, mais quelque chose qui est présent avec nous physiquement. Plus proche de nous, c'est nos canicules, nos inondations, les pollutions multiples, les galères dans les quartiers populaires, dans les bouilloires thermiques et avec les enjeux des canicules qui se multiplient pour ces quartiers-là. De fait, ce qu'on considère comme l'enjeu écologique d'une question qui pouvait être considérée comme secondaire ou marginalisée pendant quelques décennies devient vraiment une problématique centrale que toutes les forces politiques, que tous les logiciels politiques sont obligés de prendre en compte. Donc on est dans une situation où il n'y a pas les écologistes d'un côté et puis ceux qui ne pensent pas du tout l'écologie, où il y a plutôt une déclinaison de l'écologie, une reprise, une appropriation de l'écologie par les différents bords politiques et les différents logiciels politiques. Donc on va avoir une écologie libérale, un capitalisme vert qui va chercher simplement à adapter la machine capitaliste aux effets du dérèglement climatique. On va aussi avoir une forme d'écologie d'extrême droite qui va en fait prôner la fermeture des frontières, la relocalisation, la protection d'une nation fantasmée blanche d'origine chrétienne, etc. Donc on va avoir ces déclinaisons-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'écologie qui est portée de manière dominante par notre classe politique, elle préserve à la fois les rapports de classe typiques du capitalisme financiarisé contemporain, elle préserve les rapports de domination hommes-femmes qui, dans une société patriarcale, finalement, toute l'écologie libérale qui repose sur la consommation, on sait très bien que ces gestes-là, le recyclage, faire attention à acheter du bio, ça va reposer fondamentalement sur les femmes. Et cette écologie dominante, elle préserve, elle prolonge aussi les rapports de force qui sont hérités du colonialisme. On peut penser à l'extractivisme vert aujourd'hui avec la construction de chaînes de valeur pour aller chercher du lithium, du cobalt dans des territoires qui sont des anciennes colonies. Et elle est marquée par des formes plus ou moins explicites de racisme environnemental. Donc finalement, toutes ces différentes manières de formuler l'écologie correspondent à différents projets de réorganisation à la fois très concrets et matériels, mais aussi symboliques du monde de nos sociétés face à l'évidence brutale des limites planétaires. Et elles correspondent à chaque fois à des intérêts de classe, de genre, de race. Donc, il faut peut-être poser l'hypothèse que la genèse de l'écologie
elle est peut-être pas allée chercher dans le récit classique, le récit qui est présent de manière dominante dans l'écologie occidentale blanche, qui se raconte sous l'angle de la conscientisation graduelle, comme si le fait finalement d'avoir sous les yeux la réalité du désastre allait être par lui-même le moteur du changement et de la transformation. Peut-être qu'il y a une genèse pour l'écologie populaire et antiraciste qu'on essaye de dessiner ensemble. Il y a une genèse à aller chercher dans toutes les luttes populaires et les luttes de libération coloniale, qui sont des luttes pour la terre, pour l'air, pour l'eau, pour l'intégrité corporelle et culturelle des populations qui ont été exploitées pour construire finalement le monde occidental qu'on a sous les yeux. Parce que c'est peut-être dans ces luttes-là, dans ces réalités-là, que se profile la perspective révolutionnaire, la seule qui vaille lorsqu'on veut parler de bifurcation écologique. Et c'est la seule qui comporte une forme de contestation et une perspective de renversement des rapports de classe du capitalisme, une contestation et un renversement du patriarcat et de son emprise sur nos corps, une contestation et un renversement, bien sûr, des rapports de domination coloniale et de leurs implications en termes de racisme. Donc, dire qu'il faut une écologie antiraciste, c'est peut-être pas simplement prendre cet objet, l'écologie, et lui accoler l'antiracisme. C'est pas, je pense, préserver la norme et l'imaginaire dominant, puis le rendre inclusif en jouant sur des effets assez artificiels de représentation. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental qui se joue. C'est déplacer les origines et du coup déplacer le sens de ce qu'on entend par écologie aujourd'hui. C'est décentrer notre regard et voir que toute la maison européenne, et toute l'histoire du progrès occidental tel qu'on se le raconte, est bâtie aussi sur le pillage d'autres terres, sur l'exploitation d'autres corps, comme cette grande machine capitaliste qui absorbe la matière et la vie et la recrache sous forme de déchets. Donc c'est accepter de reconfigurer toute notre histoire, toute la manière dont on se raconte l'écologie politique et d'avoir un regard critique sur notre présent à l'aune de l'horizon antiraciste qu'on veut construire. Donc, pour discuter de tout ça, j'ai la chance d'avoir avec moi Fatima et Malcolm. Donc, pour commencer, je vais leur laisser la parole en leur proposant de nous expliciter le projet politique qu'eux mettent derrière cette idée d'une écologie antiraciste. Malcolm, je te laisse commencer. Du coup, bonjour tout le monde. Merci Claire, merci Fatima. C'est toujours un bonheur, un plaisir de cheminer dans l'action et dans la pensée avec ses camarades. Merci à vous d'être là ce matin. Pareil, les échanges dans un ensemble de milieux, que ce soit universitaires, académiques, militants ou autres, ou artistiques, ces échanges nourrissent mon travail et ma pensée. Alors, je vais rajouter deux choses à la présentation. Je suis martiniquais. C'est assez important dans ma manière de penser les questions écologiques. Et je suis aujourd'hui coprésident d'une association qui s'appelle Observatoire Terre-Monde, qui propose un autre point de production de discours écologistes, un point qui prend comme départ les anciennes colonies, les anciens territoires colonisés, qu'il s'agisse des territoires dits d'outre-mer, qu'il s'agisse des territoires des peuples autochtones dans les Amériques, en Afrique et ailleurs. Et d'ailleurs, on vient de créer une revue qui s'appelle Plurivers. Le premier numéro a pour thème décoloniser le changement climatique. Ben voilà, je le fais passer comme ça si vous voulez circuler. Bon, là je vais répondre un peu à la question, à l'ouverture de Claire. Évidemment, j'ai publié un bouquin il y a quelques années maintenant qui s'appelle Une écologie décoloniale. Et je n'ai pas appelé une écologie antiraciste. Et ça va être le point de départ finalement de la présentation sur la différence entre la question raciale et la question coloniale. Et que souvent on veut aborder, ou il est proposé d'aborder la question du racisme sans prendre en compte la question coloniale, et on en vient finalement à une forme que Claire a très justement dénoncé, une forme d'effet d'artifice. Ah bon, ben voilà, pour faire face au racisme, il suffit de colorer de manière différente l'image, de la représentation, etc. Mais à mon sens, la question coloniale structure les différentes formes de racisme. Et ce que, finalement,
pourquoi j'ai publié ce bouquin il y a à peu près 5 ans maintenant. Je m'intéressais aux enjeux écologiques et je me rendais compte que dans toutes les sphères où je circulais, militante comme académique, il y avait une absence. Il y avait une absence, non pas, alors bien sûr une absence sociologique, et je crois que Fatima pourra en témoigner particulièrement, mais il y avait aussi une absence de pensée, un impensé. Un impensé. Un impensé qui est précisément l'impensé de la question coloniale, y compris encore ici, et parfois même à la LFI, je trouve. Enfin, voilà, on parle entre amis, donc autant dire les choses. Et le discours écologiste à cette époque, enfin, et encore maintenant, je trouvais très curieux, même très amusant. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une réflexion sur le monde et sur la Terre sans prendre en compte le processus, un processus de colonisation de la Terre. Ce qui fait que les milieux écologistes devenaient une espèce de refuge où pouvait se perpétuer le fantasme blanc. Le fantasme d'une blanchité qui serait innocente dans son rapport avec l'histoire, le passé colonial esclavagiste, et qui pouvait, cette fois-ci, étayer par des arguments scientifiques en disant ah oui, bon, ton truc là, l'esclavage, la colonisation, bon, en fait c'est petit, là on parle d'échelles tellement grandes, de perturbations anthropocéniques, etc., que tes petits enjeux là d'identité, vas-y, voilà. Et le danger, ou plutôt le danger, c'est qu'on veuille faire face à cette perturbation du monde sans se confronter à la question coloniale. Et du coup, on reproduit des schèmes, on reproduit, y compris dans le langage, dans le vocabulaire. Le vocabulaire, alors il y a plein de thèmes, l'anthropocène, même le mot, enfin voilà, que signifie le mot écologie? À une époque, c'était la collapsologie, l'effondrement, et donc plein de personnes disaient, mais attendez, mais en fait, vous parlez d'un effondrement parce que ça touche certaines populations, parce que ça touche certains peuples, mais en fait, 1492 a été un effondrement. On parle de plus de 100 millions de personnes qui sont mortes, enfin qui ont été décimées, et pas uniquement par les maladies, mais aussi par le fait que les conquêtes détruisaient les structures sociétales qui permettaient de faire face à des épidémies, etc. etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous sommes le 23 août. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 août ? Nous sommes dans quelle salle ? Nous sommes dans la salle d'une femme qui s'appelait Sanité Belair, qui a participé à la révolution haïtienne. Le 23 août 1791, en tout cas la date du 23 août, est la date qui a été retenue par l'UNESCO pour célébrer la mémoire de la lutte anti-esclavagiste. Une lutte qui a été d'abord initiée, alors bien sûr, par de nombreuses résistances dans toutes les Amériques, y compris en Afrique. Allez voir la charte du Mandin. Mais le 23 août, c'est la nuit du 23 août, du 22-23 août 1791, ça a été le début de la révolution haïtienne, avec le fait de brûler les plantations du nord d'Haïti, qui a abouti finalement à la première abolition de l'esclavage en France, non pas par la bonne volonté d'une révolution française qui déclare les droits de l'homme et des citoyens, mais en fait qui maintient les personnes noires en esclavage, mais par la lutte des insurgés qui force le général du nord d'Haïti de déclarer immédiatement l'abolition de l'esclavage. Nous sommes en France, ici, un pays qui a été un empire colonial et un empire esclavagiste. Et quand je parle d'une colonialité, d'une écologie qui ne fait pas face à son passé colonial, ça concerne à la fois la question coloniale, mais aussi la question de l'esclavage, esclavagiste. L'abolition, pour le rappeler, l'abolition de l'esclavage n'est pas une justice. Je pense qu'il faut bien comprendre cela. L'abolition n'est pas une justice. Que la Fondation Mémoire de l'esclavage l'entende. Au contraire, les abolitions, parce qu'il y en a eu deux, 1794, 1848, en France, ont été, en tout cas la dernière, 1848, a été octroyée, notamment sous
les efforts parlementaires de différents abolitionnistes, à condition de dédommager les maîtres. C'est-à-dire que l'injustice était perçue comme étant une injustice faite aux maîtres à qui on aliénait leurs biens humains. Et une loi en 1849 a été passée qui prévoyait que 7% de la dépense publique française soit dédiée au dédommagement sous forme de sous versés régulièrement aux anciens maîtres. Qu'est-il arrivé aux anciens esclaves, aux esclavisés comme on dit, parce que ce sont des personnes qui sont réduites en esclavage? Rien. Au contraire, par un ensemble de lois, nous avons fait en sorte que les anciens esclaves continuaient à travailler sur leurs anciennes plantations. Aujourd'hui encore, la révolution haïtienne a été reconnue, en tout cas l'indépendance d'Haïti a été reconnue à condition qu'on leur fasse payer, avec des conséquences extrêmement dommageables encore aujourd'hui, le fait d'avoir revendiqué et d'avoir humilié la puissance militaire française. Bon. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est précisément parce que l'Empire français a échoué. Et ma présence et mon corps aujourd'hui est un rappel permanent de l'échec du projet colonial français. Aujourd'hui, comment hériter de cette histoire? Il ne suffit pas de passer des lois Taubira importantes, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il ne suffit pas de déclarer ou de reconnaître une indépendance, comme ça a été Algérie, Sénégal ou autres, Vietnam, etc. Mais ma proposition est de mettre en place explicitement des relations décoloniales. La chose, en fait, quand on y réfléchit, elle est assez simple. On n'adopte pas une manière de faire, une manière de se relationner les uns avec les autres, et particulièrement une manière de se relationner avec la Terre. Ce que j'ai appelé dans ce livre un habité colonial est précisément une façon de se penser sur Terre, qui comprend la manière dont on va considérer ce qu'on appelle l'environnement, les écosystèmes, mais aussi les corps, tous les corps, et explicitement les corps non blancs. Et on ne change pas de façon de faire, tout simplement parce qu'on a passé une loi, un décret, etc. Et on arrive à des absurdités, des apories, comme on dit, c'est-à-dire des choses qui ne font pas sens. On arrive à une abolition de l'esclavage qui maintient les maîtres. L'abolition de l'esclavage n'était pas l'abolition des maîtres. En Martinique et en Guadeloupe, nous avons encore des maîtres, des personnes qui sont rendues comme maîtres, qu'on appelle les béquets, et qui ont construit une pratique endogamique explicite basée sur la solidarité raciale, ce qu'on appelle la blanchité. Alors, il y a certains termes qui sont importants aussi à travailler. Bon, ça, j'en parlerai dans ma deuxième intervention. Mais pour conclure cette première partie, moi, j'aimerais ramener la question du racisme à la question coloniale. Parce que c'est à travers si vous voulez, une définition du racisme que je propose, c'est que le racisme est une manière coloniale d'habiter la terre. Que la blanchité est en fait une revendication de terre. Une revendication d'habiter la terre où je refuse d'habiter la terre avec celles et ceux qui ne me ressemblent pas, celles et ceux qui n'ont pas la même couleur de peau. Du coup, face à ça, plus que l'antiracisme, on a besoin de pratiques décoloniales. Bon, je m'arrête là et on continuera après. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravie d'être ici parmi vous, ravie d'être aux côtés des camarades pour répondre à cette question de l'écologie antiraciste. Alors, je vais y répondre par rapport à ma propre expérience, ma réflexion aussi, en tant que militante et également en tant que essayiste, théoricienne qui cherche à participer, à outiller les luttes des quartiers populaires et accessoirement de la gauche. J'y reviendrai. Alors, d'abord dire que moi, j'entre en écologie, dans le champ écologiste, en tant qu'antiraciste, déjà. Moi, je suis formée à l'antiracisme. Et
c'est une bonne formation, l'antiracisme, pour comprendre en fait le système d'oppression, de classe, de genre, de race. Pour moi, c'est une très très bonne formation l'antiracisme. Quand on entre en écologie, ça donne une écologie particulière. Lorsqu'on est déjà antiraciste, je pense que voilà, dans écologie antiraciste, il faut insister sur antiraciste aujourd'hui. C'est un adjectif qualificatif. En réalité, ça devrait être la base de tout, et de l'écologie, et du féminisme, et de l'anticapitalisme, et de la lutte, et du projet politique que devrait avancer, proposer la gauche. Pourquoi ? Parce que, vous le savez évidemment, il y a une montée en puissance de l'extrême droite en France, mais aussi partout en Europe. Il y a un génocide en cours en Palestine, le génocide le mieux documenté. Et pourtant, voilà, les génocidaires agissent en toute impunité. Il y a une politique coloniale qui continue à être menée en Kanaki avec une répression féroce. Il y a eu plusieurs morts, des violences policières évidemment en France, l'islamophobie, une montée en puissance du suprémacisme blanc. Il y a donc nécessité de mettre au centre de tout la question raciale. Je reviendrai ensuite sur le lien entre question raciale et question coloniale. Et ensuite, oui, il y a la question écologiste. Il s'agit là, pour ma part, d'un choix, en fait, d'une conviction. J'ai choisi entre les différents outils de libération, plouf plouf, entre le communisme, le féminisme, l'écologie, etc. Et je me suis dit que l'écologie, ça pouvait être une bonne idée pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires d'Europe. Voilà, j'ai considéré que l'écologie pouvait être un outil de libération, l'outil de libération le plus pertinent à mon sens, pour plusieurs raisons. Je vais les lister rapidement, on pourra y revenir. D'abord, évidemment, la question des conséquences du réchauffement climatique pour ces terres qui sont considérées comme des sous-terres, les terres les plus ravagées de France hexagonale. Il s'agit donc des terres qu'habitent la classe ouvrière, et notamment la classe ouvrière racisée. Il y a là quelque chose d'inéluctable, en fait. C'est presque, de ma part, une question de conviction, de foi presque. Oui, il va y avoir la question climatique qui va se poser de manière urgente pour les habitants des quartiers populaires. On n'y coupera pas. Alors c'était déjà le cas avant, mais en 2020, vraiment, on s'est rendu compte à quel point la question de l'air qu'on respire, la question de l'espace dont on pouvait disposer, la question de la terre sur laquelle on se sent légitime ou pas, avec la crise Covid, comme on l'appelle, on s'est rendu compte à quel point ces questions étaient centrales, la question de la nourriture et la question de la subsistance également. Alors, ce n'est pas formulé de manière technique, ces questions que je viens d'évoquer, la subsistance, la terre, l'air qu'on respire, l'espace où peuvent jouer les enfants. Ce n'est pas formulé de manière technique du point de vue écologiste, on va dire, l'écologie classique, mais à mon sens, à notre sens, je pense qu'on peut qualifier les choses de manière écologiste. Ensuite, et c'est en tant que militante que je dis ça maintenant, voilà, des injustices, il y en a beaucoup, partout, tout le temps. La question, c'est de savoir, lorsqu'on milite, quelle injustice va mobiliser, va animer, va faire qu'on va se lever le matin, la boule au ventre, en se disant « je vais aller manifester, je vais aller me battre, je vais aller me confronter au maire, à l'État, à la police ». Aux décideurs, au pouvoir, etc. Quelle injustice va faire qu'on va se mobiliser et dans les quartiers populaires, les injustices qui mobilisent, qui animent, c'est la terre qu'on habite, c'est l'air qu'on respire, sont les enfants. Voilà, dans les quartiers populaires, voilà, la question politique centrale, c'est les enfants. Que vont devenir les enfants? Que mangent les enfants? Que respirent les enfants? Quel est l'avenir des enfants? Quels métiers vont occuper les enfants, etc. Quelles écoles fréquentent les enfants? C'est les enfants, c'est la question de la liberté de circuler dans l'espace public, la question de la dignité humaine, de l'égale dignité humaine. C'est la question de la nourriture aussi, qui n'est pas une question, c'est pas une question de bonne femme, la nourriture. C'est la question de la subsistance. Et ça, c'est une question qui est centrale aussi dans les quartiers populaires. Autant de questions, je pense, qui peuvent mobiliser, qui ont déjà mobilisé.
Ensuite, pourquoi l'écologie? Parce que l'extrême droite se soucie d'écologie, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Claire. L'extrême droite s'en soucie de plus en plus. Elle a quelque chose à dire en matière écologique, elle a des choses à dire concernant la Terre, elle a quelque chose à dire concernant les mouvements migratoires, les flux migratoires, comme on dit. Elle a quelque chose à dire concernant l'eau, elle a quelque chose à dire concernant les frontières, elle a quelque chose à dire concernant la démographie, elle a quelque chose à dire concernant les enfants. Elle se soucie du ventre des femmes, l'extrême droite. Quels enfants méritent de naître, quels enfants, au contraire, devraient rester... devraient ne pas exister, en quelque sorte, en tout cas devraient être contrôlés. Et on est dans un contexte particulier à cet égard. Je crois qu'on peut le situer il y a quelques années. C'est très récent, en fait, ce souci quasi central pour l'extrême droite à l'échelle européenne, pour la question de la terre et de la dépossession de la terre, et de comment on se réapproprie la terre, et la question de l'identité blanche et de l'identité chrétienne qui serait comme ça menacée par les hordes de barbares qui risquent de déferler, qui déferlent déjà d'Afrique et qui risquent de grand remplacer toute cette beauté blanche et chrétienne. Enfin, je veux dire, ça, c'est assez récent, le fait que ce ne soit pas uniquement dans des groupuscules comme ça, alors que certains qualifient d'éco-fascistes, mais que ce soit dans le débat public. On parle de grand remplacement à des heures de grande écoute. Et il se trouve que le parti politique d'extrême droite majoritaire en France, donc le RN, voilà, c'est pas une petite histoire, c'est pas un petit phénomène marginal. C'est l'une des principales forces politiques de ce pays. C'est le parti politique qui est arrivé en tête aux élections européennes, je le rappelle, et c'est le parti, quand on y regarde bien, qui a eu le plus de votes aux élections législatives, même s'il a effectivement perdu les élections. Il est quand même arrivé en tête en nombre de voix, il me semble, loin devant les autres. Et je pense que voilà, c'est tout ça qui fait que l'écologie doit être considérée, je pense, depuis les quartiers populaires d'Europe, comme un outil de libération dont il faut se saisir. On n'a pas le choix. En fait, ce sont des questions de vie et de mort. Juste un tout petit point sur questions raciales et questions coloniales, juste pour dire que, si je peux me permettre, Malcolm, il faudrait pas confondre l'antiracisme tel que, enfin, avec des grosses guillemets, tel que porté par une gauche qui n'est pas antiraciste, qui a longtemps été paternaliste, clientéliste, bon, j'ai nommé le Parti socialiste, avec effectivement ce que tu dénonces, cette histoire de, ce que tu pointes du doigt du moins, cette histoire de diversité et voilà, de mettre un petit coup de pinceau, décorer un petit peu les scènes, décorer comme ça les listes électorales, mettre voilà, un petit peu d'échantillons de noirs et d'arabes un petit peu partout. Ça c'est pas de l'antiracisme. Ça, c'est bon, la diversité. Bon, mais c'est pas ça l'antiracisme. Les luttes antiracistes qui ont été menées en France hexagonale, ce sont des luttes qui prolongent les luttes anticoloniales. La question coloniale, elle a toujours été au centre des luttes antiracistes en France hexagonale. Toujours. Le mouvement des travailleurs arabes dans les années 70 et 80 parlait essentiellement de colonialisme et de décolonisation et de Palestine. Et on parlait déjà des Outre-mer. Le mouvement immigration banlieue, le MIB, dans les années 90, parlait essentiellement de questions coloniales, parlait de justice coloniale, parlait de nécessité de décoloniser la rénovation urbaine, avait ce discours vis-à-vis de l'institution policière, etc. Donc vraiment, en tout cas dans la culture politique et dans l'histoire des luttes antiracistes en France hexagonale, il n'y a pas de dissociation entre la question raciale et la question coloniale. Et d'ailleurs, quand on parle, je pense que quand on va parler encore plus en profondeur d'écologie antiraciste, on va parler essentiellement d'écologie anticolonialiste en réalité et internationaliste. Bon, mais on peut en discuter plus tard. Pour terminer, voilà, je pense que cette écologie, depuis les quartiers populaires d'Europe, elle est à son balbutiement parce que c'est pas quelque chose d'évident. Je ne sais pas ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu parlais de sociologiquement quelque chose d'assez faible dans les quartiers populaires. C'est vrai, il y a
peu de lutte écologiste en tant que telle dans les quartiers populaires en France hexagonale aujourd'hui, en Europe. Aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va arriver de plus en plus. On est donc dans les balbutiements. Maintenant, on est dans un moment où on va travailler l'analyse en fait, qui va nous permettre de penser le système d'oppression que subissent les habitants et les habitantes des quartiers populaires, système d'oppression qu'il s'agit de mettre hors d'état de nuire. Cette analyse-là, elle est en train d'être travaillée et je pense qu'elle va se peaufiner. Et puis surtout, ce qui va être travaillé, ce qui est en train d'être travaillé, c'est le projet politique auquel on aspire depuis les quartiers populaires de France et d'Europe. C'est-à-dire pas simplement de dénoncer en fait une écologie. Il faut le faire, hein, l'écologie majoritaire, l'écologie libérale, l'écologie raciste, etc., l'écologie coloniale. Mais il s'agit aussi de s'outiller pour savoir voilà, à quelle société on aspire, dans quelle société on veut que nos enfants grandissent, en fait. Voilà. Donc avec quelque chose de très positif, avec des espoirs, et avec une culture aussi, avec une mémoire, une histoire, etc. Et c'est ça aussi qu'il s'agit d'étoffer, d'enrichir et de travailler. Merci beaucoup à tous les deux pour ces premières interventions. Justement, Fatima, tu parlais d'outillage et je voulais qu'on revienne pour la suite de cette conférence sur justement l'outillage qu'on a aujourd'hui dans l'écologie majoritaire et qui est complètement défaillant, complètement décalé pour justement arriver à concrétiser une vraie écologie antiraciste. Je m'explique, enfin, il y a des thématiques, des concepts qu'on utilise dans l'écologie majoritaire qui invisibilisent complètement en fait cette question et du coup la nient et rendent impossible le traitement sérieux de la question à la fois coloniale et la question raciale. Par exemple, le concept d'anthropocène, qui est un concept même scientifiquement établi et débattu, qui du coup désignerait le changement d'ère géologique vers lequel on est allé avec la révolution industrielle et ses suites, place un anthropos complètement homogène où on n'a pas du tout la possibilité d'accrocher sur les différences entre les peuples qui ont subi la colonisation et ceux qui en ont bénéficié, même très matériellement dans les structures économiques qui se sont mises en place. Autre exemple, hein, dans le mouvement climat, on avait des slogans, des mots d'ordre de l'ordre de il faut sauver la planète. Et derrière cette planète, on a une impossibilité d'arriver à retracer les fractures nord-sud qui sont quand même le fait déterminant de l'histoire de l'humanité. Donc on a une série voilà, de représentations, de concepts qui nous désarment plus qu'autre chose, plus qu'ils nous arment pour traiter sérieusement la question de l'écologie à partir d'un prisme anticolonial et antiraciste. Et ça va jusqu'aux représentations, aux imaginaires qu'on accole à ce que c'est un écologiste. Quand on imagine une ou un écologiste, on a une certaine idée. Et je vous fais pas un tableau, mais généralement, ça va pas être une incarnation, une sociologie qui va dans le sens de l'antiracisme, pour le dire rapidement. Et du coup, on va dénier aux luttes et aux incarnations qui portent l'écologie, mais à partir d'autres points de départ, à partir d'autres mots, d'autres manières de formuler les choses, on va leur dénier la capacité et le droit d'être considérés comme écologistes à part entière. Et c'est vrai que Fatima, tu le disais un petit peu, mais il y a aujourd'hui, quand on veut repérer ce qu'est l'écologie, on va chercher des mots, chercher des manières de dire les choses, des combats qui sont les combats écologistes, et le reste, c'est pas des combats écologistes. Alors que, justement, peut-être un des chantiers pour construire une écologie antiraciste, populaire, qui traite de la question coloniale, c'est justement de partir de ce concept de la subsistance. Toutes les luttes qui concernent la capacité à respirer, la capacité à se nourrir sainement, la question de la santé environnementale, etc. Tout ça entre dans le prisme, dans le champ large de la grande lutte écologiste. Donc, constat, on est très mal outillé, on est déformé dans la manière de considérer ce que peut être l'écologie.
Donc la question qui s'ensuit, c'est comment on corrige ça, comment en fait on porte un regard critique sur ces concepts, ces représentations, ces imaginaires avec lesquels voilà, on arrive lorsqu'on entre par la porte dominante de l'écologie un peu classique, et comment on invente d'autres concepts, d'autres imaginaires, d'autres mots, d'autres termes qui correspondraient mieux, qui nous armeraient mieux, de manière plus efficace pour porter une vraie écologie antiraciste. Parce que le constat, c'est aussi que cette écologie dominante, celle qui va parler d'une planète à sauver, d'une humanité complètement unifiée, non seulement elle est en décalage et elle invisibilise toute la question raciale et anticoloniale, mais surtout, elle est absolument pas efficace. C'est-à-dire qu'elle tourne dans le vide absolu, elle n'a aucune capacité à contrer les rapports de force liés au capitalisme, liés au patriarcat, liés au racisme et à la colonisation. Donc voilà, comment on invente une nouvelle batterie de concepts, des nouvelles armes finalement pour porter une écologie antiraciste et qui traite de la question coloniale. Fait dans le même ordre. Vaste question et je ne l'ai pas dit, mais peut-être revenir au commencement, finalement à l'origine du mot écologie. Ernest Haeckel, un eugéniste notoire, les débuts, fin du XIXe siècle, les débuts de mouvements environnementalistes modernes, 1960, on va dire, avant, ce sont des débuts qui sont dans des contextes de blanchité, des contextes de rapports coloniaux au monde. En fait, on a recréé la création des premiers parcs environnementaux aux États-Unis, par exemple, a été faite explicitement contre les peuples autochtones. Des personnalités comme John Muir parlaient d'une nature qui est belle, mais par contre qui est salie par les sauvages indiens. C'est-à-dire qu'en fait, dans la naissance du concept de la protection de l'environnement, du concept de l'écologie, il y a déjà un problème. Même certains auteurs comme Henri David Thoreau, qui, avec son livre Walden ou La vie dans les bois, qui lui était anti-esclavagiste, en fait, il a été récupéré en dissociant, en le coupant en deux. Bon, on va prendre tes écrits sur la nature, etc., mais tes engagements anti-esclavagistes, ça on n'en veut pas. Donc il y a un problème. Et le problème, il n'est pas, on ne le découvre pas en 2024, on ne le découvre pas en 2020, en 2019. Donc, en fait, la question à se poser, c'est pas tant, tiens, en fait, il y a un petit problème dans la façon de penser l'écologie, etc. Mais pourquoi ça continue ? Pourquoi ça continue à ce que l'écologie, finalement, avant certains travaux, avant certaines actions, voilà, notamment les actions de Fatima, en fait, pourquoi elle continue à parler si peu à certaines personnes ? La raison est simple, c'est que le mot même écologie est un territoire occupé. Le mot même, le concept même écologie est un territoire occupé par une certaine partie de la population de la Terre, qui vont dire, nous, on revendique le droit de décider ce que veut dire écologie. On revendique le droit d'inventer un ensemble de concepts, anthropocène, planète, écosystème, etc., qui vont finalement représenter une certaine vision du monde de ce petit groupe. Et là, c'est problématique. Pareil, une philosophe jamaïcaine qui s'appelle Sylvia Wynter disait la même chose du mot humain. Le mot humain est une catégorie, est un territoire occupé, où une partie de la population de la Terre va se revendiquer le droit de définir c'est quoi l'humain. L'humain, c'est ça, homme blanc par exemple à une certaine époque, et tout le reste, non, c'est pas humain. L'écologie, c'est la même chose. Donc, tout à fait, il y a nécessité de faire le deuil d'une certaine histoire de l'écologie. Et ce que j'ai constaté depuis les années 1960, depuis la naissance de l'écologie politique, c'est que c'est pas, il faut sortir de cette naïveté, c'est pas parce qu'on ne sait pas
qu'on ne sait pas qu'il y a une immigration, on ne sait pas qu'il y a des colonisations, on ne sait pas qu'il y a des quartiers populaires. C'est un refus explicite. C'est un refus explicite qui exclut. Moi, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, je m'inspire des André Gortz, des Guattari et de bien d'autres, Lippietz, et des René Dumont, etc., etc. Enfin, toute une histoire de l'écologie politique. Mais à un moment donné, moi, je trouve que l'écologie politique française, dès qu'elle ne fait pas un engagement concret avec la question coloniale, elle se fourvoie. Et cela crée en fait de fausses idées, l'impression que les peuples autochtones en Afrique, en Martinique, n'ont jamais parlé d'écologie. L'impression qu'on invente quelque chose, c'est nouveau. Et on fait encore aujourd'hui des histoires de l'écologie politique en France sans parler des autres territoires, sans parler de la question coloniale. Et dès lors qu'on occulte cette question coloniale, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Kanaki, ce qui se passe en Palestine. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui... Alors, je viens aux amphis, encore une fois, en tant qu'ami, en tant que... Voilà, mais il faut pouvoir discuter. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la créolisation soit la solution à cette question coloniale. Au contraire, je pense que ça peut être très dangereux. Donc, warning, attention, attention. À bon entendeur, salut. Je suis prêt à discuter. Mais... Et en fait, le danger, c'est qu'on a perçu l'écologie comme une manière d'habiter la Terre sans faire monde. C'est-à-dire sans être en relation avec les autres, avec celles et ceux qui ne me ressemblent pas, qui ne prient pas les mêmes dieux, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas les mêmes sexes ou identités de genre, etc., 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 etc. Donc on se dit, bon voilà, on a tel nombre d'hectares de kilomètres carrés de protégés, ça c'est l'écologie. On a réduit le changement climatique par tant de degrés, ça c'est écologie. Et on occulte en fait le sens. Le sens, c'est de pouvoir faire monde. Et la question qui dépasse l'enjeu écologique, mais à laquelle la France doit se confronter aujourd'hui, c'est comment faire monde au sortir de la colonisation et de l'esclavage. Et ce n'est pas en maintenant des fresques racistes à l'Assemblée nationale, ce n'est pas en hésitant à condamner un génocide en cours, ce n'est pas encore une fois imposant un rapport colonial en Kanaki. Il faut pouvoir entendre les revendications en Guyane, en Guadeloupe, en Polynésie, qui demandent quoi? Qui demandent la souveraineté, le droit des peuples à décider de par eux-mêmes. Ce n'est pas en se disant que parce qu'on a passé une loi qui condamne l'esclavage comme crime contre l'humanité, il n'y a pas d'action de réparation à entreprendre. Alors, c'est quoi? Je m'arrête là. L'Empire français n'était pas le seul qui a existé. L'Empire britannique l'a fait. Aux États-Unis, il y a toute une pratique impériale, au Brésil. Et tous ces pays engagent des actions de réparation. Des actions qui consistent à reconnaître finalement l'histoire, que certaines personnes sur plusieurs générations ont été lésées par la question coloniale et qu'il y a à réparer, qu'il y a à prendre des mesures, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'éducation, l'accès à l'éducation, dans les droits fondamentaux. Et la France, par son universalité, serait de manière innée déjà préparée à faire face à cela. Non, et ça concerne aussi tous celles et ceux qui habitent en hexagone. L'exemple typique, c'est celui du chlordécone en Martinique, en Guadeloupe. Je vais publier un livre là-dessus en octobre. Une molécule qui a été utilisée dans les bananeraies, qui a empoisonné nos peuples. Hier, une étude sort qui dit que ça crée des problèmes cardiaques. Bon, la banane qui a été produite avec ce produit, elle ne nous a pas nourris. On ne vit pas de banane en Martinique, en Guadeloupe. Elle a servi à alimenter les bananas splits et milkshakes de l'Hexagone. Donc ça veut dire que, et c'est ça cette manière d'habiter la terre. Et cette violence, on ne la voit pas parce qu'on est ici, on va juste, voilà, le milkshake, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi à se mobiliser ici pour faire face à cette manière coloniale d'habiter la terre qui fait qu'on se pense sur une forme d'arche de Noé européenne et qu'on occulte en fait les violences au Niger, à Madagascar, en Kanaki ou alors en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est ça la tâche. Comment faire monde au sortir de la colonisation et de l'esclavage?
Oui, alors pour répondre à la question que tu poses, Claire, concernant la critique que l'on doit adresser à l'écologie dominante et à ce discours pseudo-universel, universaliste, pseudo-universel. D'abord, petite remarque, mais je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de réagir à cette proposition d'écologie majoritaire, libérale, dominante, etc. Il ne s'agit pas pour nous, qui sommes des militants, des militantes, des penseurs, des penseuses, des artistes, des politiques, des élus, etc., notamment non blancs, non blanches, musulmans, musulmanes, racisés. Tu as rappelé cette particularité tout à l'heure, Malcolm, tu as bien fait, ce point de vue situé. Il ne s'agit pas pour nous de ne jouer qu'à être les poils à gratter, en fait, d'une écologie majoritaire. C'est-à-dire de dire « Ah non, mais ça ne va pas du tout, les écologistes, là, vous n'êtes pas assez antiracistes, vous ne prenez pas assez en considération la question coloniale, etc. » Parce que ça nous met en fait, dans une situation subalterne d'être les adjectifs qualificatifs. Voilà, nous sommes les écologistes, nous, classe moyenne supérieure blanche, voilà, c'est nous l'écologie. Et puis de temps en temps, on se soucie quand même voilà, des Noirs et des Arabes, des Outre-mer, etc. Et on leur donne l'heure 2 minutes. Et voilà, alors racontez-nous un petit peu vos tourments. Oh, on va les prendre en considération, on va organiser une petite conférence ou un atelier là-dessus, on va l'appeler écologie populaire, plus que décoloniale souvent. Voilà. Enfin, on peut pas évidemment jouer à ça. Il faut aussi garder une grande partie de notre énergie à produire le projet politique dont je parlais tout à l'heure, qui ne se contente pas d'être une réaction à, mais qui s'appuie sur nos beautés, nos richesses, notre culture, nos cultures, nos spiritualités, etc. Voilà. Je pense que c'est ça, surtout, qui va nous porter, en fait, et qui va nous faire nous lever très tôt le matin, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est le premier point, rapidement. Maintenant, je ne résiste pas à ces 5 minutes passées à critiquer l'écologie majoritaire. Je vais pas me priver. Donc je vais quand même je vais quand même les prendre, ces 5 minutes. Déjà pour dire que, alors tout à l'heure Claire, tu disais, mais c'est pas efficace de parler de sauver la planète, comme ça, avec des envolées lyriques. Ben, c'est pas efficace. Moi je trouve au contraire que c'est très très efficace. Ça dépend l'objectif qu'on poursuit. Si l'objectif c'est de mettre la douille, si l'objectif c'est de dire, voilà, il y a une seule écologie ici, c'est cette écologie-là, pensée par nous. Voilà. Et cette écologie, c'est pour tout le monde. C'est pour sauver tout le monde. Alors certes, vous allez nous dire, oui, mais vous, alors c'est ce que tu suggérais tout à l'heure, vous êtes quand même très blanc pour représenter l'ensemble de l'humanité. Vous êtes quand même très CSP+, très occidentaux, très habitant le Nord, etc., très habitant les quartiers pavillonnaires pour représenter l'ensemble de ce que nous sommes. Mais alors le fait, voilà, d'avoir comme ça des velléités universaliste, ça permet de dire non, c'est pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est pas si situé que ça, c'est pour tout le monde. Donc vous qui n'avez pas la parole, qui n'avez pas de pouvoir politique, etc., vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. On s'occupe d'améliorer vos conditions matérielles d'existence, on s'occupe de vos enfants et on s'occupe de leur avenir. Donc à ce jeu-là, je trouve ça très très efficace. Ça fait partie en réalité de la panoplie de l'impérialisme occidental, cet universalisme. Donc voilà, donc c'est très efficace malheureusement, et c'est ça qu'il faut dénoncer en fait, en réalité. Dire ensuite que, alors quand on dit, mais les écologistes quand même, ils sont très situés sociologiquement. Et on le voit notamment, on l'a vu beaucoup à l'occasion des manifs climat, des mobilisations climat, notamment à Paris. Bon, c'était effectivement très situé, très blanc. Plutôt classe moyenne, on va dire. Et très jeune, ça c'est très bien, mais voilà, très blanc surtout. En quoi c'est un problème ? En quoi c'est un problème ? Voilà. Malcolm le disait tout à l'heure, nous on n'est pas là pour dire il y a trop de blanc, il faudrait plus de décoration noire et arabe, plus de couleurs. Je veux dire, ça ne fait pas avancer la cause si on s'arrête uniquement à cette question de la représentation. D'ailleurs, c'est même dangereux parce qu'on a entendu beaucoup ces dernières années, alors c'est vrai, autocritique,
les écologistes qui disent le mouvement climat et le mouvement écologiste de manière plus générale est très blanc, on va décorer. Et donc voilà, le projet politique, on ne le touche pas, il ne bouge pas d'1 centimètre, c'est celui-là, il est atemporel et c'est pour tout le monde, mais par contre, on va faire venir des personnes non blanches pour le porter, ce projet politique. Et moi, j'en ai été victime de ça. C'est-à-dire que moi, ces dernières années, beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques années, voilà, on se contentait comme autocritique de dire, voilà, notre projet politique, il est très beau, il est parfait, et il y a notamment, alors voilà, moi je faisais partie des personnes en fait qu'on appelait sur scène pour dire mais regardez, arrêtez de dire que l'écologie c'est que pour les blancs. La preuve, regardez cette femme arabe avec ses longs cheveux, etc. Vous voyez bien qu'elle aussi elle s'intéresse à l'écologie, donc c'est bien que l'écologie parle à tout le monde. Donc voilà, ça vraiment, il y a ce truc autour de oui mais l'écologie c'est un truc pour les blancs, pour les bobos, etc., etc. Et donc il faut changer, et donc il faut aller sensibiliser les personnes, notamment qui vivent dans les quartiers populaires, pour leur dire à quel point l'écologie c'est magnifique, et à quel point il faudrait qu'elles s'associent et se mettent derrière le front écologiste tel qu'il existe. C'est évidemment un gros problème, et ça participe en réalité d'un rapport colonial qu'on a aux habitants et aux habitantes des quartiers populaires, aux personnes racisées de manière plus générale. Donc il ne s'agit évidemment pas que de ça. Je note d'ailleurs que pour ce qui concerne l'écologie populaire, je disais que ça avait changé un petit peu récemment. Je pense que c'est notamment grâce à notre travail Malcolm, pas que nous deux, mais on est un certain nombre. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, l'écologie populaire, c'était horrible. C'était horrible. Je le sais, là aussi, enfin, c'est ce que je suggérais tout à l'heure, j'en ai été victime. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on organisait un truc autour de l'écologie populaire en France, on m'appelait. On disait, est-ce que tu peux venir parler d'écologie populaire? Et alors, il fallait voir la tête de l'écologie populaire. Je veux dire, c'était... D'ailleurs, j'ai fait un Vade Retro Satanas dans mon livre, j'en ai fait un préambule pour dire, mais alors, je ne mange pas de ce pain-là. Laissez-moi tranquille avec cette histoire d'écologie populaire. Avec ce bravo les pauvres d'être pauvres. C'est-à-dire qu'il s'agissait de dire, alors, il y a un gros problème, le réchauffement climatique. Il va avoir de graves conséquences. Et il se trouve que dans les quartiers populaires, réveillez-vous, vous allez être les principales victimes des conséquences du dérèglement climatique. Mais alors, vous avez des choses bien dans les quartiers populaires, hein, c'est que vous êtes pauvres. Et du coup, c'est bien déjà. Voilà, premier bon point. Vous allez être sobre, et vous êtes déjà sobre, vous ne gaspillez pas, vous triez, bah oui, vous êtes pauvre. Donc vraiment, ce bravo les pauvres d'être pauvres, c'était ça, l'écologie populaire, il y a quelques années. Bon, alors Malcolm, moi et d'autres, on arrivait avec nos gros sabots, donc des coloniaux, anticolonialistes, antiracistes, etc., des outre-mer, des quartiers populaires de l'Hexagone, pour dire, en fait, l'écologie populaire, c'est pas ça. L'écologie populaire, c'est la Palestine. L'écologie populaire, c'est la Palestine. L'écologie populaire, c'est l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. C'est-à-dire qu'on ne rigole pas, en fait. On s'en fout de vos histoires. On s'en fout de vos histoires de sobriété. Ce qu'on nous a sorti aussi, c'était... alors, bravo, il faut... Alors, parce que moi, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Front de Mer. Alors, c'est vrai que dans les quartiers populaires, les parents, c'est magnifique, surtout les mamans. Elles s'occupent bien de leurs enfants et elles leur donnent à manger. Et donc, je le disais tout à l'heure, elles gaspillent pas et elles font la cuisine elles-mêmes. Et puis alors, c'est bon, c'est épicé, etc., etc. Il y avait tout ce délire-là aussi autour des parents. Et en fait, ces parents, en fait, ils sont écologistes. Ils ne le savent pas, mais ils sont écologistes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux que tu as cité tout à l'heure, Malcolm, il y a les André Gorz, il y a les Derrida, il y a les Bruno Latour, etc. Donc, c'est de la pensée politique. C'est un travail politique, une analyse politique, des analyses politiques. Ce sont des controverses, ce sont des débats. Et alors de l'autre, c'est des gens qui ne savent même pas qu'ils sont écologistes. Ils ne le savent pas. Ils sont écologistes à l'insu de leur plein gré. Voilà. C'est l'écologie qui ne fait pas semblant de l'être, enfin qui n'est pas consciente de l'être, pardon. Donc voilà, il y a eu tout ça dans l'écologie populaire. C'est ça qu'il faut balancer d'un revers de main, en disant l'écologie, donc Malcolm l'appelle décoloniale, je l'appelle anticolonialiste ou internationaliste. Bon, cette écologie-là, il faut dire en fait ce qu'elle entend. Et c'est ça le Vade Retro Satanas, c'est dégager. Laissez-nous travailler en fait. C'est de dire, voilà, c'est la lutte contre les violences policières, la question de la dignité humaine. Est-ce que c'est normal d'abattre un gosse de 17 ans d'une balle dans le thorax sous prétexte qu'il n'a pas le permis ? Est-ce que c'est normal ? Voilà, c'est la question de la dignité humaine, de l'égale dignité humaine. C'est
je l'ai dit, la question de la Palestine, qui est centrale, qui a toujours été centrale, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Malcolm. Je n'ai pas souvenir, en tant que militante antiraciste, de ne pas voir la question palestinienne, donc c'est la question coloniale, au centre de nos revendications. Dans la marche 1983, la marche pour l'égalité de 1983, les marcheurs, donc cette marche antiraciste que beaucoup connaissent certainement ici, les marcheurs avaient tous, comme toi et moi, Malcolm, un kéfier. Déjà, à l'époque, ils mettaient la question palestinienne au centre de leurs revendications. Donc voilà, c'est ça l'écologie à laquelle on aspire. Voilà, c'est une écologie qui est un peu plus énervée que ce qu'on voudrait certainement, où on pose la question du pouvoir politique. Deux derniers points pour dire aussi que, pour compléter un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Malcolm, sur pourquoi on ne se mobilise pas, notamment dans les quartiers populaires de France hexagonale, autour d'enjeux écologistes, précisément écologistes. Pour compléter un peu ce que tu as dit, et je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il y a une question, il y a un élément que j'essaie de développer dans l'écologie pirate, qui est la question de l'ancrage territorial, du désancrage d'abord. C'est, voilà, je pose la question, je vous pose la question, voilà, comment des personnes à qui on répète qu'elles ne sont pas ici chez elles, que cette terre n'est pas la leur, comment on peut attendre d'elles, de ces personnes-là, qu'elles se soucient de la question environnementale. Voilà, la question de la terre, ce qu'elle devient. Alors là, c'était les Jeux Olympiques, par exemple. Alors on va bétonner, on va artificialiser les sols, et puis il va y avoir des échanges, et puis il va y avoir des data centers, et puis il va y avoir des grands magasins, des supermarchés. Bon, ok, mais moi, vous me répétez que cette terre n'est pas la mienne. Ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas de la terre. La preuve, c'est que les diasporas qui vivent en Europe, originaires d'Afrique, se soucient de la terre des pays d'origine. Elles s'en soucient, elles s'en soucient de manière affective et même elles mettent la main à la poche. Elles financent des projets là-bas en Afrique, dans les pays d'origine. Donc c'est pas se désintéresser de la terre de manière générale. Non, c'est se désintéresser de la terre où on nous répète que nous ne sommes pas légitimes. Voilà pour compléter un petit peu. Et d'où l'intérêt d'ailleurs, l'importance de l'ancrage territorial. C'est de dire, vous voulez qu'on se mobilise, nous voulons nous mobiliser sur les enjeux écologistes, ok, il faut déjà considérer que cette terre, c'est la nôtre, et que c'est la terre de nos enfants, et qu'on ne bougera pas. Voilà. Ou alors, si on veut. Mais voilà, on ne nous chassera pas de cette terre. Pour terminer, le meilleur moyen, quand même, de faire la critique de l'écologie majoritaire, de la bousculer, et même d'aller plus loin, de cliver. Moi, je pense que vraiment, il faut cliver la classe moyenne supérieure blanche qui se soucie d'écologie. Il faut vraiment balancer des pavés dans la mare. Le meilleur moyen, c'est poser la question de la terre effectivement, en posant la question des injustices et des inégalités. Voilà, la terre n'est pas traitée de la même manière, y compris par les écologistes. Une terre va être considérée comme marginale, pouvant être maltraitée. Une terre va être considérée comme méritant en fait, qu'on s'y intéresse. La terre qui va être considérée comme une sous-terre, c'est la terre habitée par les classes ouvrières, les subalternes, les personnes racisées, les habitants du Sud, les Palestiniens notamment, et les Kanaks notamment. La terre qui va être valorisée, c'est, pour le dire clairement, la terre habitée par les Blancs. Tout simplement. Voilà. Et donc de poser cette question-là, quand on dit la terre, ça n'existe pas. C'est de quelle terre on parle. Ça permet déjà d'être plus précis dans le projet écologiste qu'on défend. Ensuite, il y a la question des aspirations. Alors moi, il y a un gros pavé dans la mare que je teste depuis que l'écologie pirate est sortie, c'est la liberté de circulation sans condition. Voilà. Pour ou contre ? Tout simplement. Pour ou contre. C'est-à-dire que le blabla qui a duré un temps, y compris porté par des écologistes, bon, je vais parler du parti écologiste majoritaire en France, ELV, le blabla autour des flux migratoires et autour je pense à Yannick Jadot, pour vous donner une... Bon, lui, quand il s'exprime sur la question migratoire, c'est une position coloniale,
colonial, qui n'est clairement pas à la hauteur. Lui, quand on lui pose la question de la migration et de la frontière, en fait, la vraie question, c'est la frontière. Quand on lui pose la question, il répond par un truc misérabiliste, nul, sur oui, mais alors les personnes qui sont déjà ici, d'ailleurs, qui ont traversé les fourches caudines de la Méditerranée, les personnes qui sont ici, oui, peut-être qu'il faut les régulariser, etc. C'est pas le seul sur la régularisation des travailleurs. Et pas tous les travailleurs qui travaillent dans les secteurs en tension. Donc, c'est Darmanin. C'est vraiment entre ce discours qui est porté par une grande partie de la gauche et puis Darmanin, il y a rien en fait. Il y a quasiment rien. Il faut régulariser les personnes utiles dans le secteur du bâtiment, de la restauration et tout. Mais c'est ce que propose Darmanin déjà. C'est le macronisme en fait. Donc vous servez à quoi? À part à verser des larmes de crocodile. Ça, vraiment, il faut dire, on n'en veut pas. Il n'y a pas de raison que Yannick Jadot puisse aller circuler partout où il veut dans le monde et pas les personnes qui habitent en Afrique. Il n'y a pas de raison que Yannick Jadot puisse aller, je parle de Yannick Jadot, c'est pas le seul, c'est parce que je l'ai en tête là, mais il n'y a pas de raison que Yannick Jadot puisse aller admirer le soleil se coucher à Essaouira au Maroc et que les habitants d'Essaouira ne puissent pas venir admirer le soleil se coucher à Tours. Voilà. Ça peut être très très beau le soleil aussi couchant à Tours. Et non, c'est pas possible parce que la personne d'Essaouira, elle doit justifier de son utilité. Donc elle doit donner des preuves de son compte en banque, du compte en banque de la personne qui l'accueille. Elle doit donner des preuves de l'espace qui existe dans le logement de la personne qui l'accueille. Elle doit donner des preuves quand il s'agit de mariage. Je ne sais pas si tout le monde est au courant ici. Il y a quelques années, il fallait prouver que le mariage entre une personne ici de France et une personne d'Afrique, que ce n'était pas un mariage blanc. Maintenant, c'est la lutte contre les mariages gris. Avant, il fallait donner une photo du mariage, donc du mariage, où on est habillé. Et de plus en plus, il faut fournir des preuves où les photos, ça doit être des photos de nuit de noces, où la mariée doit être en nuisette. Enfin, pour dire jusqu'où ça va, bien sûr, jusqu'où ça va dans le viol d'intimité, pour ce qui concerne la circulation des personnes non blanches. D'ailleurs, juste, je le dis rapidement, le problème, ce n'est pas la circulation. C'est l'erreur que font beaucoup d'écologistes. Le problème, ce n'est pas la circulation. Quand on dit « oui, mais alors, il faut faire attention parce que, justement, il faut réduire au maximum la circulation parce que impact sur le dérèglement climatique ». Mais ce n'est pas la question, puisqu'il s'agit souvent des personnes qui circulent le plus. C'est ce qu'on appelle vulgairement les saisonniers agricoles. Ce sont des personnes qui passent leur temps à traverser la Méditerranée selon les besoins du capital. Donc il s'agit bien de personnes qui circulent. Simplement, elles ne circulent pas librement. Elles circulent sous conditions, les conditions imposées par le système colonial capitaliste. Donc c'est bien la question de la liberté de circulation. Est-ce que oui ou non c'est un droit fondamental? Est-ce que oui ou non on a le droit non seulement de quitter une terre ravagée et qui va être de plus en plus ravagée? D'ailleurs, bon, vous le savez tous, c'est la responsabilité de l'Europe, c'est la responsabilité des pays du Nord, de l'Occident. Bon, est-ce qu'on a le droit de quitter une terre ravagée? Ça, oui, c'est un droit qui est garanti par le droit international, mais est-ce qu'on a le droit d'être accueilli à bon port? Et c'est là que les écologistes ne sont pas à la hauteur. C'est là qu'ils disent non. Vous pouvez quitter votre terre ravagée, allez-y, mais par contre, non, nous, on doit gérer nos flux migratoires. Et donc, c'est limité et on n'accueillera ici que les personnes utiles. Bon, voilà un pavé dans la mare qui permet de vraiment casser l'ambiance dans l'écologie majoritaire. Et enfin, je terminerai par ce dernier point, pardon, je suis un peu longue, c'est la confrontation sur le terrain. Moi, je milite notamment au niveau local. Là, il y en a un paquet d'hypocrisie à exploser. Et là, tout se voit. Là, les discours dont tu parlais tout à l'heure, les envolées lyriques, poétiques, romantiques, etc., là, tu vois que c'est la guerre, en fait. C'est la guerre, c'est une guerre de pouvoir. Et c'est une guerre de pouvoir, notamment, là je ne suis pas dans la subtilité, je le dis rapidement, on pourra en discuter si ça vous intéresse, entre quartier pavillonnaire et quartier populaire, dans la périphérie des grandes métropoles. C'est la guerre. Je veux dire, ça va très très loin pour vous empêcher d'avoir une alternative végétarienne dans les cantines scolaires parce que vous êtes une personne musulmane. Et c'est des personnes végétariennes qui se lèvent très tôt le matin pour empêcher l'alternative végétarienne. C'est des personnes végétariennes. Mais, ah oui, mais ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Et donc ça pourrait les mettre bien. Parce que ça pose la question de l'égalité de traitement. C'est-à-dire que des écologistes sont prêts à mettre leurs convictions écologiques
sous le tapis pour mener cette guerre de classe, cette guerre de territoire qui existe aujourd'hui. Et quand vous militez sur le terrain, vous vous rendez compte de ça. Je le dis rapidement, je le développe un petit peu dans mon livre. On a ouvert une maison de l'écologie populaire incroyable en 2021 à Bagnolet, incroyable. Je veux dire, cette maison de l'écologie populaire, en théorie, donc ceux et celles qui ont ces discours dithyrambiques là sur l'écologie et sur la nécessité d'emmener tout le monde pour lutter pour la planète et le vivant et la biodiversité, etc., c'est à peu près tout ce qui était dans l'air du temps de l'époque. Voilà, c'était intersectionnel, c'était féministe, antiraciste, il y avait même une AMAP, c'était très bien sur le papier. Bon, ça, le jour où on l'a annoncé, tout le monde nous est tombé dessus. Tout le monde nous est tombé dessus, y compris les écologistes locaux, y compris la gauche locale, y compris Attaque locale, y compris la LDH locale. Voilà, c'est pas l'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite là où je suis, en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet-Montreuil. Ça n'existe pas. Voilà, parce qu'il y a tout ce qu'il faut à gauche. Parce que le champ électoral se rejoue à gauche. Et donc on a eu, voilà, sur le terrain, en fait, tous ces discours qui ont volé en éclats. Il n'y a pas un militant écologiste dans les quartiers populaires en France qui ne peut pas, comme moi, témoigner en fait de la réalité de la guerre qui est menée pour empêcher les populations qui vivent dans les quartiers populaires de se soucier d'elles-mêmes, de se soucier de l'avenir de leurs enfants. Voilà. Et ça, je pense que, voilà, je finis par ça, c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon livre, le fait de balancer ça. Voilà, poucave. De dire, voilà, vous pensez agir à l'abri des regards au niveau local, moi, je vais écrire ce que vous faites. Voilà, je vais y consacrer 3 pages pour dire, voilà, c'est pas à l'abri des regards et c'est la découverte qui le dit. C'est la découverte, donc c'est estampillé, c'est scientifique. Voilà. Et c'est pour dire, voilà, il n'y a pas d'un côté au niveau national et dans les nuées, en fait, hors sol, un discours comme ça qui se veut universaliste et en réalité, sur le terrain, tout faire pour empêcher les personnes racisées notamment d'avoir du pouvoir, le pouvoir de changer la donne. Pardon, j'ai été longue. Merci beaucoup à vous deux. Ce que je vous propose, vu qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes, c'est de prendre des questions, réactions de la salle, et ça permettrait à nos 2 intervenants de continuer à élaborer leur discours en vous répondant. Mais du coup, on va passer la main dans la salle. Est-ce qu'on peut faire circuler un des micros, celui-là, et si on peut alterner hommes-femmes. Merci. On en prend 3 et on... Bonjour, je voulais juste poser la question, donc merci à tout le monde pour les interventions. Je voulais juste poser la question des ressources, si vous avez des ressources à conseiller sur le sujet, tout simplement. Bonjour, c'était pour revenir sur ce que tu disais, Malcolm. Tu parlais de démarches de réparation sur certains autres continents. Et j'ai appris récemment, par exemple, qu'en France, le franc CFA est toujours fabriqué et régulé à côté de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'en fait, avant d'être déjà dans des démarches de réparation, on doit déjà en fait, se retirer de notre démarche néocoloniale en général ? Bonjour et merci pour ces brillantes interventions. Moi, j'étais très impatiente de voir cette conférence parce que, justement, j'avais lu vos livres et c'est des livres qui avaient bousculé, quoi. On n'est plus dans notre confort, quoi. Et vraiment, c'est pour ça que j'étais très enthousiaste. Et du coup, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur la créolisation, en quoi ça peut être un problème, que ça continue de nous bousculer, et sur pourquoi Attaque entre autres, c'était opposé, savoir plus sur cette maison de l'écologie. Oui, bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est sur le lien entre suprématie blanche et capitalisme. Est-ce que le fait que les populations blanches
vous avez dit classe moyenne, etc., ne sont pas anticapitalistes, et puisque l'écologie est quand même, enfin la destruction de la planète est liée au capitalisme, est-ce que c'est pas parce que dans leur esprit la suprématie blanche est liée au capitalisme et que si on combat le capitalisme, on va perdre cette suprématie? Est-ce qu'il n'y a pas ce lien qui est fait? Et deuxième question, vous avez dit que dans les quartiers populaires, ils sont interdits de cantines végétariennes parce qu'ils sont musulmans. Il faut savoir qu'au niveau européen, on a interdit le bio halal, donc on ne peut pas faire du halal bio. Tout simple, l'argument, c'est parce que les musulmans sacrifient les bêtes et qu'elles les font souffrir. Par contre, quand on mange les huîtres vivantes ou qu'on ébouillante les crustacés, ça, c'est pas faire souffrir les animaux. Donc là, il y a vraiment le fait que les musulmans n'aient pas droit au bio, c'est une règle européenne. Voilà. On va répondre à ces questions-là. Si on arrive à avoir le temps, on prendra une autre série de questions. Okay, vous répondez un peu à ce que vous souhaitez. Commence par Malcolm. Oui, je profite des questions aussi pour prolonger certaines choses, mais évidemment, Fatima, quand je parlais de racisme, de la question du racisme qui est déconnecté de la question coloniale, je ne pensais absolument pas à certains rangs, je pense à une forme de racisme à la SOS Racisme qui voit en fait un truc de colorisme, etc. Bon, voilà. Mais pour commencer, j'aime bien la question. Un petit test. Combien de penseurs et de penseuses écologistes racisés pouvez-vous nous citer, à part Fatima et moi? Très bien, une. Ok, deux. Pardon? Ok. Non mais ok, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est racisé qu'on va être d'accord avec tout le monde, mais ok. Ça a déjà été dit. Et français. 66 millions, 67 millions de personnes. Ton bouquin pour un nouveau sujet révolutionnaire, c'était 2019 aussi, 2020. Voilà, enfin, donc ça fait 5 ans qu'on a publié nos bouquins. Bon, ce que vous, l'ignorance en fait, qui est orchestrée, est une construction, est une production. Et c'est ce qu'on va appeler, je vais revenir, c'est ça la blanchité. C'est ça la blanchité. La blanchité, ce n'est pas uniquement une couleur de peau, c'est une construction de monde à l'image de certains groupes socio-raciaux. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai dit que je suis martiniquais, et donc du coup ça fait le lien avec la difficulté d'un ancrage territorial avec ce que tu disais sur les quartiers populaires. En Martinique, même si je me revendique de cette île qui est ma terre natale, ancestrale, l'ancrage territorial est aussi tout autant difficile. Pourquoi? Parce que ce sont des îles qui sont des espèces de gigantesques plantations de bananes détenues principalement par des groupes qu'on appelle les béquets, blancs pays. Et du coup, on est là à vivre aux marges des plantations sans avoir aucun mot à dire sur la façon dont ces plantations sont menées. Le chlordécone a été utilisé, mais personne n'a décidé du chlordécone sauf un petit groupe. Et encore une fois, les propriétaires, principalement, se sont construits, mais de manière explicite, sur cette solidarité raciale. Mais ça ne s'arrête pas là. Vivre en Martinique, c'est vivre avec des préfets, depuis 1946, qui sont systématiquement blancs. Pareil en Guadeloupe, à l'exception d'une personne. Vivre en Martinique, c'est vivre avec des gendarmes qui sont systématiquement blancs. Des chefs de commissariat qui sont blancs. Des procureurs de justice qui sont blancs. Des chercheurs qui vont produire des connaissances sur nos corps et sur nos territoires qui sont blancs.
C'est ça qu'on appelle la blanchité. Alors on va dire, ah, vous êtes racialiste, bon ben j'en ai rien à faire, vous dites ce que vous voulez. Et, le milieu finalement sociologique de l'écologie dominante reproduit cela. Greenpeace, pareil. À une certaine époque, enfin bon, de toute façon, il faut discuter. Mais le constat qu'il y a un problème, qu'il y a une écologie blanche finalement dès ses départs, qui a été coloniale et qui a été raciste, avec des théories sur la population, la bombe P, etc., repris par des présidents de la République comme Sarkozy, voilà, disant qu'en fait, avec un propos à la fois colonial, raciste et misogyne, disant que si le problème du changement climatique, c'est le fait que les femmes racisées font trop d'enfants, c'est le problème de leur ventre, c'est à cause d'elles. Bon, mais au fond, on se dit, bon, l'absence de personnes racisées, au fond, en vrai, ça ne pose pas de problème. En vrai. On dit, oui, ça serait beau, l'image serait plus belle, mais en vrai, concrètement, théoriquement, dans ce qu'on produit comme pensée, ça ne change pas, quoi. Ça. Et là, je suis là pour vous dire que oui, c'est un problème, y compris dans la production de connaissances. Et c'est ce qu'on appelle la blanchité épistémique. L'épistémologie est une discipline qui étudie la façon dont on produit de la connaissance, dont on est capable de savoir ce qu'on sait. Et toutes les études, il y a des études qu'on appelle l'étude des sciences, des techniques, qui finalement regardent, et c'est ce que faisait Bruno Latour d'ailleurs, regarde comment les sciences sont produites, comment on fait les sciences. Et l'un des résultats les plus importants de cette étude, c'est que plus le corps de chercheurs et de chercheuses qui se mettent ensemble pour produire des travaux est diversifié, est multiple, est varié, meilleure est la qualité de la recherche, meilleure est la qualité de la production scientifique et des récits. C'est comme ça qu'il n'y a pas si longtemps, on avait proposé une théorie de l'énergie limitée en disant que les femmes, en fait, il ne faut pas qu'elles aillent à l'université parce qu'elles vont utiliser trop d'énergie cérébrale et pas assez d'énergie pour produire des enfants. Comme par hasard, les personnes qui ont produit cette théorie étaient tous des hommes. Alors, que se passe-t-il quand finalement un groupe, 90%, 95% de personnes blanches se met à produire des théories sur l'écologie, sur l'environnement, sur la planète? Eh bien, pareil, on reproduit des biais. Le premier colloque sur l'Anthropocène en France est tenu à Paris en 2015 et a donné lieu à un bouquin qu'on appelle « Penser l'Anthropocène », coédité par Catherine Larère et Rémi Beau, je ne sais plus, avec 37, donc ça c'était à Paris, enfin, voilà, avec 37 contributeuristes, 535 pages et aucune personne noire, aucune personne racisée. Et quand on regarde les notes de bas de page, pareil, on reproduit un monde, finalement, et c'est ça la blanchité. C'est qu'on construit finalement un espace où tout ce que vous allez avoir et rencontrer sont un certain type de personnes. Et donc, le mot blanchité, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Je m'adresse à la LFI, comme le mot décolonial. Et on va pas. Je comprends qu'il y a des calculs électoralistes en disant ah oui, bon, ça c'est un peu trop machin, mais en fait, il y a aussi une lutte dans le langage qui est à mener et qu'il faut pouvoir imposer certains thèmes dans le débat public. Sinon, on reste dans un discours à la PS qui se veut non, moi je suis antiraciste, mais non. Non, à un moment donné, il faut dire les choses, comme dit Fatima. À un moment donné, il faut dire les choses. Non, on veut d'une France qui soit décoloniale, qui implique des actes. Et donc la question sur ne faudrait-il pas se retirer d'abord, en fait, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut pouvoir, c'est ce que j'appelle des relations décoloniales, il faut pouvoir engager des relations d'égal à égal sur le long terme. Et en fait, en plus, c'est beaucoup plus désirable. On n'a pas envie de monde uniforme. On a envie de monde, bien sûr, qui respecte les dignités, la justice, la souveraineté de tous les peuples, mais qui rendent possible finalement une sorte de richesse de rencontres. Mais pour cela, on a besoin des conditions de liberté de circulation, le chlordécone, pour terminer là-dessus.
Donc en 16 ans, il y a eu un procès, je suis partie civile au procès. En 16 ans d'instruction, les juges blancs, depuis Paris, ne se sont jamais déplacés en Martinique, en Guadeloupe. Et ils prononcent le 5 janvier 2023 un non-lieu. Les associations martiniquaises guadeloupéennes ont porté plainte à Basse-Terre et à Fort-de-France. Et là, le procureur a refusé les plaintes locales. Et dès qu'il a été forcé d'accepter les plaintes, il a dit non, bon, ça va être traité à Paris. L'appel a eu lieu le 10 juin. Moi, je me rends à l'appel avec mon avocat. Je dis bon, est-ce qu'il peut y avoir une publicité des débats? Est-ce que les Martiniquais et Guadeloupéens peuvent accéder aux espaces où se décide leur exigence de justice? Non. Est-ce que moi, en tant que partie civile, je peux m'exprimer au sein de cette cour de justice? Non. Est-ce que Serge Etchimi, qui est le président de la collectivité territoriale martiniquaise, vous savez, on a lié région et département, on a fait une collectivité territoriale, qui est partie civile? C'est-à-dire que l'instance représentative la plus grande de Martinique est partie civile. Est-ce qu'on peut partir? Non. Et c'est là qu'on a à imaginer, qu'on doit changer. On doit imaginer un autre récit et une autre manière d'habiter la Terre. C'est là-dessus que je vous laisse et qui passe par un ensemble d'actions à imaginer ensemble décoloniales. Une façon d'une autre France, d'autres récits et évidemment une autre écologie. L'écologie sera décoloniale ou ne sera pas, ou antiraciste ou internationaliste, mais voilà. Et donc moi, je dis en face de tous les certains profs, voilà, je leur dis clairement. Au départ, j'étais naïf. Je me dis, ah bon, je vais écrire un bouquin parce qu'ils ne savent pas, et puis ça va changer. Mais non. Et là, il y a un refus qui est explicite et que je dénonce et qu'il faut faire tomber. Et c'est là la lutte. Et je vous invite à rentrer et participer à cette lutte avec nous. Alors, je vais répondre rapidement aux quelques questions également de mon côté, rapidement. Alors, on manque de temps, donc je vais laisser la parole à Fatima et on aura du temps en off parce que si on doit libérer la salle pour une autre conférence, voilà. Alors concernant les ressources, la question des ressources, très rapidement, il y a notamment toutes les pensées décoloniales, les penseurs et penseuses décoloniaux qui sont de plus en plus traduits en France. Il y a une bonne introduction pour ces pensées décoloniales. Alors il y a évidemment le livre de Malcolm, mais un livre paru plus récemment aux éditions La Découverte. J'ai plus le titre exact en tête, mais je crois qu'il y a Pensées décoloniales de Lissel Quiroz et Philippe Collin. Et c'est vraiment une bonne introduction. C'est une entrée où on se rend compte à quel point les penseurs et penseuses décoloniaux d'Amérique du Sud, à quel point ils sont et décoloniaux et écologistes. La question pour elles et eux ne se pose même pas. La question de la terre est centrale, la question de la libération est centrale. C'est vraiment une écologie d'émancipation. Donc il y a ce livre-là notamment. Il y a un livre aussi qui, à mon sens, est fondamental, qui est le livre de Ghassanadj, le loup et le musulman, qui fait aussi très bien le lien entre écologie et questions coloniales, questions migratoires et questions antispécistes. Justement, sur la question animale et la question spéciste-antispéciste, il y a un très bon site, bon, alors c'est général, mais avec de très très bonnes entrées, c'est le site de la revue Ballast, où vraiment je trouve que le travail est remarquable sur le travail de recherche en fait, des articles souvent étrangers qui lient questions coloniales, questions écologistes, questions animales. Voilà, il y a d'autres personnes. Alors précisément parmi les penseurs décoloniaux, il y a un que je trouve particulièrement intéressant et je trouve qu'on peut le lire facilement depuis la France. C'est très parlant. C'est Arturo Escobar, qui est un philosophe donc décolonial. Alors il y a une autre question qui m'a été adressée concernant Attac. Mais alors il n'y a pas que Attac. J'ai cité Attac. Et alors c'est pas Attac au niveau national, même si pour moi ça pose la question de Attac nationale. C'est en fait tout simplement que sur des territoires, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, des territoires où vit une population de classe ouvrière, racisée musulmane, et des territoires plutôt de gauche, depuis longtemps.
Voilà, notamment la banlieue rouge. En fait, les personnes qui veulent faire de la politique n'ont pas d'autre choix que d'adhérer dans des partis et des organisations de gauche. Voilà. Voilà, je me réveille à Bagnolet, par exemple, et je suis vraiment raciste, très raciste, mais version Zemmour. En fait, je ne vais pas trouver de zemmourisme local. Voilà. Mais par contre, voilà, il y a le PC qui est là, il y a Attac, il y a la LDH, etc. Donc, je peux y aller au PC en question, LDH en question et Attac en question. Donc déjà, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Attac ou LDH au niveau local que ça représente les valeurs et les positions de valeurs d'Attac et LDH, par exemple, au niveau national. Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, il y a Attac, effectivement, donc précisément Attac Montreuil. Et il se trouve que ce n'est pas que Attac Montreuil. C'est Attac Montreuil, mais les mêmes qui sont Attac sont aussi à la LDH et ils sont aussi, je le dis, à la France Insoumise, étaient à la France Insoumise. Parce que depuis peu, voilà, il y a eu une sorte de... certains ont parlé de purge, moi je parlerais de remerciement, les gens ont été remerciés. Bon. Donc c'est toute la bande d'Alexis Corbière en fait. Hein. Et en fait ils étaient donc, et à Attac, et à la LDH, et à la France Insoumise. Et ces gens-là, moi je le dis, hein, je l'ai déjà dit, ce sont ces gens-là qui, les premiers, en fait, ont lancé les hostilités contre le Front de Mer et contre Verdragon, la maison de l'écologie populaire. C'est eux qui ont appelé Valeurs Actuelles, c'est eux qui ont appelé CNews, c'est eux qui partageaient ces articles dans les groupes Facebook locaux, ces articles en mettant « pour information ». Donc tu partages une presse d'extrême droite et tu te dis juste c'est pour information. Donc c'est dire le lien qui peut exister entre une gauche entre guillemets locale et l'extrême droite nationale. Voilà. Mais j'ai dit depuis peu, voilà, il y a eu un petit peu de remerciements donc dans ces milieux-là depuis oui, 1 an ou 2. Rapidement, oui, sur la cantine. Alors, juste, je le dis. Alors, merci, madame, pour cette information concernant, au niveau européen, le lien qui est fait entre bio et l'impossibilité pour les musulmans d'y prétendre sous prétexte de souffrance animale. Simplement, je le dis, hein, la question de l'alternative végétarienne en France, c'est une question. C'est pas une question de laïcité. C'est même pas la question de la spiritualité de l'islam ou pas l'islam, etc. C'est la question de l'égalité de traitement. C'est tout. On vit dans un pays où on va aller verbaliser des femmes qui portent un vêtement dans l'océan, en leur disant qu'elles ne sont pas assez couvertes dans l'océan. Je veux dire, l'océan, voilà, c'est l'océan. C'est pas l'espace, c'est pas la mairie, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est là où vivent les poissons. Bon, et ben il y a des policiers, des gendarmes qui viennent et qui disent, voilà, 135 €, etc. Vous n'avez pas le droit de porter ce vêtement-là, il faut en porter un autre plus court, plus mince. Voilà, on vit dans ce pays-là en fait. Et dans ce pays-là, en fait, dès lors que des personnes musulmanes revendiquent un tout petit peu d'égalité de traitement, un petit peu. Voilà, dire, par exemple, là, pour ce qui concerne la cantine, mais ça aurait pu être autre chose. Voilà. Moi, j'aimerais bien que mon enfant puisse avoir, lui aussi ou elle aussi, un repas équilibré à la cantine, même si l'enfant en question ne mange pas de protéines animales. Voilà, il y a un truc très simple qui s'appelle alternative végétarienne, le choix entre protéines animales et protéines végétales. Voilà, je revendique ça. Voilà. Ça ne vous enlève rien, c'est-à-dire que si vous voulez bouffer de la viande, matin, midi, goûter, soir, allez-y, en fait. C'est un choix, l'alternative végétarienne, on n'impose pas. Mais voilà, moi, j'aimerais ça pour mon enfant, s'il vous plaît. Voilà. Mais comme on pose la question de l'égalité de traitement à travers la question de l'alimentation à la cantine, c'est non. Parce que le système raciste, suprémaciste, il est dans le détail. Parce qu'on se dit, voilà, ces personnes-là, si on leur donne un tout petit bout, si on leur donne un tout petit peu d'égalité, en fait, c'est des personnes qui vont croire qu'elles vont avoir l'égalité partout. À la cantine, mais à l'école, pourquoi pas ? Et pourquoi pas dans l'espace public ? Et pourquoi pas dans les institutions de pouvoir, etc. Et donc non, on ne leur donne pas ça parce qu'elles risqueraient de prendre le bras. Ce qui est une très très bonne analyse, soit dit en passant. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que les gens comme moi, tu nous donnes ça, on veut prendre ça. Ben oui, c'est les processus de conscientisation, en fait. On conscientise une petite injustice, on obtient une petite victoire. Ben évidemment qu'on veut la justice dans tous les espaces sociaux et politiques. Et donc voilà, le diable est dans le détail et le système raciste est dans le détail. Donc la question de l'alternative végétarienne et son refus par les organisations, notamment les organisations de gauche, c'est le refus de l'égalité de traitement, tout simplement.
j'ai le temps pour suprématie blanche et capitalisme, juste pour dire que le lien que moi je fais entre suprématie blanche et capitalisme, c'est la question des frontières, j'y reviens, mais c'est la question de la liberté de circuler, en disant il n'y aura pas de sortie du capitalisme si sont maintenues des frontières, si du moins il n'y a pas de revendication pour que la liberté de circulation et d'installation sans condition soit reconnue comme un droit fondamental, puisque le système capitaliste a besoin de frontières. Il a besoin de sous-payer des ouvriers au Maroc, pour sous-payer des ouvriers au Maroc, il a besoin de dire aux ouvriers vous ne pourrez pas traverser la frontière pour être payé correctement ici en France. Donc on voit bien à quel point la logique capitaliste a besoin de frontières pour perdurer. Et donc, lorsqu'on est anticapitaliste conséquent, on doit dans le même temps militer pour la liberté de circulation sans condition. Merci. C'est vous ? On va s'arrêter là parce qu'on arrive à l'heure limite, mais on a bien noté la demande d'explicitation sur la question de la créolisation et on va voir si on ne peut pas organiser une suite de ce débat où on approfondira cette question de la créolisation et des éventuelles critiques que tu as adressées à cette notion. Donc suivez Malcolm et suivez nous si jamais vous voulez voir cette suite-là. Et on reste dans les parages un petit peu de toute façon si vous avez d'autres questions. À vite, merci tout le monde.